Salut Clémence, Salut Tom. comment ça va? Eh ben, ça va bien. Je suis ravie de te retrouver. Ça fait presque un an, je pense, qu'on s'est pas vu, à part sur les Je me réseaux. posais, effectivement, je me posais la question, quand date notre, entre guillemets, première et dernière rencontre, et je me C'est demande si vrai. c'était pas Et du la coup au seule en... séminaire de Fabien, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. C'était comment ça s'appelle? De Monaco. Voilà. Yes, trop bien. Écoute, ça me Mais fait on super se plaisir de suit. t'avoir. Et oui, on se suit de près sur les réseaux. C'est chouette. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir que tu puisses venir sur le podcast, pour que tu nous parles finalement je pense d'un sujet dont on n'a pas forcément connaissance et qui est très important, en tout cas pour moi en tant que parent. Donc voilà, c'était cool que tu puisses partager ton expérience par rapport à ça. Ok. Ravie de partager cette expérience. Moi, j'adore diffuser l'expérience pour que ça puisse parler au plus de personnes possible. Donc, je suis tout de suite de tes questions. Yes, ben on va commencer par le début. Est-ce que tu peux déjà te présenter en une phrase? Une phrase. Alors, qui je suis? Je m'appelle Clémence, même si j'en ai pas beaucoup pour moi. Je suis du signe de la Vierge, donc beaucoup de perfectionnisme et tout ça fait un beau mélange dans l'aventure de l'entrepreneuriat que j'ai entamée il y a 7 ans maintenant et je suis maman de jumelles de bientôt 12 ans. Et mon activité professionnelle, c'est que je suis coach de vie et mentor des mamans épuisées. Ça fait une longue phrase, ça. Ça fait Mais long. on va y Ouais. revenir. On va revenir sur ton parcours, justement. Euh, Moi, ce qui m'intéresse toujours au début, c'est de comprendre finalement dans quel cadre familial toi t'as vécu. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Voilà, j'aime bien cerner, on va dire, le personnage pour comprendre le cheminement petit à petit. Bah, ça va être très instructif parce que donc moi je viens de mes parents sont encore ensemble, ils vont bientôt fêter leurs 50 ans ensemble et j'ai une grande sœur avocate. Mon père était commercial dans une grande boîte de sécurité et puis un jour la boîte s'est fait racheter par les Anglais et comme il avait beaucoup d'ancienneté, ils ont voulu le mettre dehors donc il a voulu c'est comme ça que lui a débuté son aventure entrepreneuriale. Sauf que, mauvaise gestion de l'argent, mauvais entourage, la boîte s'est crashée. Il y a eu énormément de difficultés, familiales, du coup. Donc moi, si tu veux, j'étais ado à ce moment-là, en pleine adolescence, donc l'insécurité par rapport à l'argent et moi, je m'étais toujours dit: «Jamais je ne serai entrepreneur, c'est bien trop risqué. J'aime avoir un CDI, la sécurité de l'argent, tous les mois et cetera». Donc et bien, ce projet est né suite à, différentes, situations personnelles et professionnelles. J'étais allée au bout de, ma carrière, je pense, en agence de communication. J'ai travaillé 15 ans en agence de communication et je voulais faire autre chose, donc j'ai fait un bilan de compétences et quand, voilà, je me suis, connectée à ma mission, eh bien, je me suis dit: «Bon, eh bien, il y a que l'entrepreneuriat pour ça» et donc il m'a fallu plusieurs mois pour, regarder ça. Digérer. Et en plus, en pleine période de divorce, de chômage, donc voilà, c'était, très bouleversant. Ok. Donc déjà, petite, finalement, tu as eu une expérience indirecte, en tout cas liée à l'entrepreneuriat. Et juste pour situer, du coup, tu étais la petite ou la grande sœur? Je suis la petite sœur. Alors du C'est la coup, ma petite sœur. sœur, elle, est alors libérale, ouais, c'est une forme d'entrepreneuriat, aussi Oui, aussi. et donc elle a assez rapidement monté son cabinet, acheté ses locaux, donc voilà, quelque chose qui est plus durable dans le temps et plus successful, je sais pas comment dire en français, je déteste quand c'est ça, bref. Qui fait du Mais franc, avec voilà, mais avec toujours ce côté, je suis fatiguée, j'ai du mal à me faire payer de mes clients, les honoraires, et cetera. Donc voilà, c'est un rapport pas simple à l'entrepreneuriat. mais je pense qu'on reviendra du coup à cette notion d'argent qui revient, j'ai l'impression, systématiquement à un moment de la carrière d'entrepreneur. Ok. Du coup, tu disais 15 ans de boîte. C'est quoi Yes. un petit peu voilà ton parcours scolaire, jusqu'où t'es allé et comment toi tu te situais? Est-ce que t'étais, je sais pas, la petite fille modèle en classe ou justement la... Comment tu me perçois? C'est drôle. Non, moi j'étais très moyenne à l'école parce qu'en fait tout ce qu'on apprenait, ça me faisait flic. D'ailleurs, une fois, je m'étais pris une heure de colle parce que j'avais dit un peu trop fort, mais à quoi ça sert tout ça? Donc tout le collège, lycée, ça a été difficile. J'ai redoublé ma seconde, donc voilà, scolarité très moyenne. Moi, je voulais être vétérinaire sans frontières pour travailler dans les réserves en Afrique et m'occuper des Ok. fauves.
J'ai redoublé ma seconde pour ça parce que j'avais pas assez de bons résultats en scientifique et j'ai fini en littéraire. Donc voilà. Et j'ai eu mon bac avec difficulté, le bac littéraire, j'ai eu des très mauvaises notes, parce que ça me faisait chier tous ces philosophes où il fallait juste recracher le truc, donc voilà. Et après le bac, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis inscrite à différentes facs, pas trop de moyens de faire des écoles privées. Donc et puis un jour, j'ai découvert la communication, le parcours information communication, donc je suis rentrée là-dedans et là ça m'a plu, ça. Et donc du coup, ben les résultats, j'ai eu finalement mon master, donc bac+5 avec mention assez bien. Et j'ai fait tout de suite des stages en agence de communication parce que j'aimais la diversité des sujets, des projets, tout ce qu'on avait à faire. Sauf qu'au départ, je voulais faire de la rédaction, sauf que les places étaient très, comment dire, prises déjà, et puis il y en avait peu. Donc finalement, je suis allée plutôt sur la gestion de projet et la relation clientèle. Donc 15 ans là-dedans. Est-ce qu'il y Ah, avait déjà la communication digitale ou tu as vu justement cette transition qui s'est bah, faite? j'ai vu cette transition. Alors, j'ai commencé, il y avait déjà les ordis, quand même. Il y avait déjà les mails. T'étais pas encore sur le Minitel. Non, non, Ok. non, mais il y avait les fax quand même et les Ouais. coursiers où les plis ils partaient en taxi parce que il y avait pas de coursier. Enfin, tu vois, déjà, je me dis: Mm. «Oh, c'est Ok. quoi ce monde?» Hem, mais après, les dernières agences que j'ai fait, il y en a une où j'ai fait 5 ans quand même dedans, où il y avait cette proposition d'accompagnement à créer des sites internet quand même. La base, c'était ça. Et puis après, j'ai géré des projets avec la réalité augmentée, des applis, des choses un petit peu plus, des sièges et des expériences en 4D. Donc ça, c'était top. Et j'ai terminé ma carrière en agence de com, en agence de communication, de marketing, euh, marketing direct. Donc là, avec les programmes de fidélité et faire naître des besoins aux gens avec des codes promo pour acheter du jardinage alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Donc là, je me suis dit, c'est plus du Le tout aligné. fameux FOMO. Je suis partie loin. Ok. Donc tu Tu vois? penses que c'était ça le déclic qui a fait que tu as eu cette transition? Ouais. C'était ça le truc. J'avais fait le tour vraiment de tout ce que je pouvais voir dans la communication et le marketing. Et donc, du coup, cette première approche dans le marketing direct, ça m'a clairement refroidi. Donc, dans mon expérience d'entrepreneur, quand on m'a dit, bah, faut se mettre au marketing, etc., ça m'hérissait les poils et moi, j'avais pas du tout envie d'aller dans cette approche-là, surtout que je m'étais formée au métier de coach. Et je me disais, ben, je faisais le parallèle avec les thérapeutes ne font pas de pub, de com. Donc, ouais, j'étais très dans Mm. comment parler à mes prospects, quoi. Ok, ça marche. Je veux bien qu'on du coup on s'attache un petit peu à cette fameuse transition où tu dis que tu as fait ton bilan du coup de compétences. Dans quel esprit ça s'est en plein divorce? Donc c'est une situation, je pense, un peu particulière. Donc, comment ça s'est un petit peu déroulé? C'était quoi un peu je pense, tes émotions qui se sont un petit peu, je pense, qui ont débordé dans le Ouais. sens où tu as dû avoir plein de types d'émotions qui ont surgi. Et comment tu t'es dit, je vais devenir coach en fait? En fait, faut savoir aussi, c'est que j'étais en plein burn-out parental. Donc, il existe le burn-out professionnel, mais moi, la sphère familiale et puis les conséquences de la naissance de mes filles ont fait que voilà, j'étais très affaiblie physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Donc, le j'avais déjà quitté une agence, j'étais encore dans la com, mais je me disais: «Ah, faut que je trouve autre chose, donc qu'est-ce que je peux faire?» Parce que j'ai fait toutes mes études en communication, j'ai fait tous mes stages en communication, je sais faire que ça, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre? Donc j'étais déjà au chômage. Donc si tu veux, je pense que pour avoir côtoyé des personnes dans le groupe qui faisaient un bilan de compétences et qui étaient en poste, c'était déjà plus «facile» entre guillemets puisque bon, bah, il y avait rien et voilà, qu'est-ce que je vais créer? Et bah, justement, comme j'étais dans ce parcours un peu de soins pour moi, heu, quand j'ai trouvé cette mission d'accompagner les parents, qui pour moi déjà, avoir des enfants, ça avait été difficile. Je suis passée par une fécondation in vitro, donc il y a vraiment tout un parcours et je me dis: «Putain, déjà ça, c'était dur, j'en chie dans la communication, mon couple, il a explosé au bout de 14 ans, le mariage, il explose», donc j'ai c'est dur en fait la vie familiale et que j'avais besoin d'aller chercher des outils. Déjà, ça a marché pour moi.
Ça a vraiment transformé ma relation avec mes filles, ma communication et je me suis dit: «Ben, ouais, en fait, je veux l'apprendre aux gens». Et on avait un challenge dans ce bilan de compétences, avait à tester des choses qu'on n'avait jamais osé tester. Donc c'était là que j'ai commencé le yoga, alors que je détestais. Moi, j'étais plus en mode, cardio, tout ça. Finalement, ça m'a fait beaucoup de bien et j'avais testé un atelier d'écriture. J'ai toujours aimé écrire, j'avais toujours plein de carnets, j'adore la papeterie et cetera. D'où le bac L, hein, peut-être, hein. Ouais, c'est ça. Bah, je voulais être rédactrice à la base, hein. Et Quand j'ai vu que pendant, je sais plus, 1 heure et demie, écrire, ben, ça faisait du bien et que finalement, même si on inventait une histoire, bah, ça parlait un peu de soi en profondeur, j'étais: «Ah waouh, c'est quand même puissant le média de l'écriture». Donc je me suis d'abord formée à l'animation d'ateliers d'écriture. Donc je suis retournée à la fac OK. et après je me suis dit: «Bah, ce projet, je voulais accompagner les personnes qui étaient en souffrance dans un émotionnelle, dans un parcours et notamment le parcours de PMA, très en lien avec mon histoire» et je me suis dit: voilà, c'est tellement en lien avec mon histoire et comme je suis un peu en train de traiter ça moi-même, va falloir que je trouve une posture qui n'est pas le conseil comme je l'avais fait pendant 15 ans parce qu'il y a pas de conseil à donner là-dedans, mais qui n'est pas non plus celle de psy parce que voilà, j'ai pas les compétences ni l'envie d'entamer, une formation là-dedans et donc c'est là que j'ai, découvert le métier de coach de vie. Trop bien. C'est sûr que ça ne doit pas être une situation évidente, parce que même si effectivement on a de l'expérience, on le verra je pense après, mais il n'y a pas de méthode identique à suivre, la fameuse méthode magique qui permet de partir d'un point A à un point B. C'est Là, on est ça. sur un truc vraiment précis. Avoir un enfant, c'est quand même un truc assez particulier. Spoiler alerte, parce que toi, du coup, confirme, tu as eu des jumelles, donc c'est hyper dur. Mais déjà, un, c'est dur. Alors, je n'imagine même pas d'en avoir deux en même temps. Ah bah, c'est pas pour rien que j'ai sombré, hein, le burn-out parental, c'est aussi, ça. Il y avait les circonstances, mais il y avait aussi le fait que, ben, c'était les premières en plus, donc les seules que j'ai donc ça a été un tsunami, vraiment un Et tsunami. puis, je pense attends, tu m'as dit 15 ans, donc c'était quoi, 2010? On n'en parlait pas du tout de ça. Ah non, ah non, elles sont nées, ouais, Euh, en 2013, 2013. pas du Ah tout oui, ouais, et puis c'est d'ailleurs, ça. tu sais, c'est en me formant donc des années plus tard à, des techniques de communication, la parentalité, au métier de coach et d'accompagnante que j'ai appris ce que c'était que le burn-out parental et je me suis dit: «Bah, attends, mais j'ai carrément été en burn-out parental». Pourtant, j'étais suivie par des médecins, des kinés et cetera. Mon corps était en souffrance quand même pas mal, je somatisais énormément, mais personne ne m'a jamais, dit ça. Personne ne m'a jamais proposé non plus, heureusement parce que l'antidépresseur ou je sais pas trop quoi, anxiolytique, rien. Donc j'étais très seule là-dedans. Bravo. Pas guérie. On s'en rend pas compte. C'est un petit peu la face cachée aussi derrière une vie, ces trucs dont on n'en prend pas conscience. Et je pense que les hommes, encore moins, Mmh. même si nous, on a notre propre gestion d'émotions, même au niveau de la parentalité. Mais je pense qu'effectivement, la femme, enfin, la maman, en tout cas, a un lien particulier avec ça. Donc, bah, déjà, bravo à toi d'en parler, d'oser le dire. Je vais continuer, je vais faire une petite parenthèse. Hem, donc circonstances de procréation particulières, circonstances de naissance particulières parce que j'ai fait une embolie pulmonaire à 7 mois. Donc j'ai failli mourir et mes filles ont failli y passer. Et à chaque anniversaire, les 3 premières années, je ressentais tous les symptômes physiques où, tu vois, j'avais du mal à respirer et cetera et bon, mon mari, à l'époque, ne comprenait pas. Il me disait: «Tout va bien». Je fais: «Mais je ne le fais pas exprès, c'est mon corps qui revit ça». Donc c'est là que j'ai compris vraiment la mémoire cellulaire, du corps et que, bah, quand on a un trauma, bah, le corps, il revit le trauma à la date du trauma. Donc c'était Mmh. vraiment vraiment puissant et ça, si on le vit pas, personne peut le comprendre quand même. Même, mon mari qui avait quand même vécu, à son niveau avec son prisme à lui, toutes ces difficultés, aussi, donc ça a été assez dur, quoi. Ouais, bah, je veux bien l'entendre. Ok, tu décides du coup de te former au coaching. Tu étais du coup encore au chômage. Tu bénéficiais encore peut-être de l'aide du chômage. Comment ça se passe cette transition du coup de j'arrête le chômage, je me lance entre guillemets je me forme en tant que coach, parce qu'il y a se former je pense au coaching, à une pratique et être entrepreneur. Comment ça s'est passé un petit peu ce switch-là?
Alors, déjà, j'ai refait un petit passage en salariat. C'est là où je suis allée parce que divorce, donc il a fallu que je quitte le domicile familial et que je me reconstruise, un foyer. Donc, j'étais passée par le salariat avec cette, agence de marketing direct et puis, bon, je sais plus exactement les dates, mais voilà, ça s'est, cumulé quelques mois, comme ça et en fait, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée par Pôle emploi. Il faut savoir que Pôle emploi, ils ont un parcours d'accompagnement de créateurs ou de repreneurs d'entreprise qui s'appelle Active Créa. Quand j'ai parlé de mon projet, voilà, j'ai fait un bilan de compétences avec une structure qui n'était pas Pôle emploi, avec une structure privée, qui était vraiment géniale d'ailleurs. Donc je suis arrivée en disant, j'ai ce projet-là. Donc tout de suite, je suis rentrée dans ce parcours Active Créa où en fait, ils nous mettent en relation avec un partenaire à eux qui nous accompagne à faire naître l'idée du projet. Donc il y avait des rendez-vous réguliers avec plein d'exercices, à faire. Donc j'ai pu faire maturer, mon projet, dès le départ en étant, accompagnée et après, j'ai continué avec un incubateur, donc pendant, 3 ans et j'ai profité, cet incubateur pouvait faire un contrat CAP, contrat d'appui à l'entreprise, je sais plus comment ça s'appelle, qui te permettait en fait de profiter de la structure de facturation de l'incubateur et de garder tes droits, chômage et en fait, je récupérais le chiffre d'affaires en frais. Voilà. Donc ça m'a permis de faire ça pendant 3 ans et ça, je sais pas comment j'ai fait pour avoir accès à cette information, je me rappelle plus, mais Bah, vraiment trop c'est bien. ça qui m'a beaucoup soutenue pendant les 3 années parce que j'ai pu faire mes formations parce que je me les remboursais, avec les frais de l'incubateur, donc c'était chouette. Ouais. Et du coup, l'incubateur, c'est un truc que tu avais recommandé Pôle emploi ou c'est ce que tu as trouvé par ton réseau ou d'autres En choses comme fait, ça? avec, le parcours Active Créa, le prestataire qui m'avait accompagnée, ils avaient une autre entité dans leur groupe qui était incubateur et qui proposait ce contrat CAP. Donc, j'ai suivi, le chemin. Super. Donc ça t'a permis, je pense, du coup, de créer déjà un réseau, d'avoir les pieds un petit peu avec d'autres entrepreneurs, d'identifier, on va dire, certaines problématiques majeures. Et puis, bah, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, je pense, dans les masterminds communs. Dès que tu as une problématique, on essaie de la résoudre en brainstormant de manière collective. Ouais, alors c'était, un peu les débuts, hein, donc, on était un peu la promo test, on va dire ça comme ça. Donc, il y avait pas non plus énormément d'événements. On a essayé un peu de faire de codev, mais ça n'a pas duré. Enfin, Ok. voilà, il y avait un accompagnement, de mon conseiller, par contre, mais en termes de collectif, c'était pas encore très, construit. Donc il y avait quand même un peu cette solitude de l'entrepreneur. Non, les types d'accompagnement, ça pouvait être au début: «Ah bah, tu as un site internet, OK, ben mets un call to action, un bouton pour, l'appel offert». Donc j'ai mis des mois avant de le faire, je me disais: «C'est nul, j'ai pas du tout envie de faire ça». Enfin, Est-ce que voilà. tu as fait des cartes de visite? Bien sûr, j'ai fait des cartes de visite. J'ai commencé par ça. En venant de la com, tu penses bien que j'ai fait d'abord mon logo, j'ai cherché mon nom, j'ai fait mon site internet, les cartes de visite, j'ai dû faire au moins 4 ou 5 versions, j'ai fait des flyers, bien sûr. J'en ai des cartons pleins de flyers qui Ça sont n'a pas fonctionné, du coup. eh non. Ou en tout cas, pas à la hauteur que tu souhaitais. Parce que toi, du coup, dans ton idée, on va dire, générale, c'est de faire t'avais déjà cette idée de coaching en ligne ou c'était plus local au début? Alors au début, c'était, plus en présentiel. Ok. Faut savoir que moi, j'ai été certifiée du coup la formation de coaching, c'était pendant plus d'1 an en présentiel. Donc ça a été un gros, travail. Hem et donc du coup, on prenait l'accompagnement en présentiel, sauf que, j'étais certifiée en janvier 2020, donc juste avant le Covid. Donc là où j'allais démarrer mon activité, toute la prospection, ça c'est tout écroulé un petit peu. Donc voilà, il a fallu que je repense un petit peu les choses et que, je travaille en visio et finalement ça fonctionne vraiment très, très bien. Même les ateliers d'écriture, je les fais en visio et c'est chouette. Vas-y, bah raconte-moi un petit peu comment t'as eu ton premier ou tes premiers clients là, ça m'intéresse. Waouh! Parce que toi, tu dis que t'aimais pas le marketing direct, donc comment t'as réussi justement Ouais, à alors, les avoir? le j'ai commencé du coup par l'atelier d'écriture et le premier c'était, dans le cadre de ma formation. On avait une mise en pratique, à faire, donc il fallait, animer son premier atelier et à l'époque, je devais être encore en plein dans le bilan de compétences. En tout cas, on avait créé un petit groupe et je leur avais, proposé de tester, du coup ma nouvelle activité.
Donc bien sûr, bah, ils étaient hyper, soutenants. Sauf que j'avais pas prévu que, bah, fallait que je loue une salle et que du coup, ça allait me faire des frais et que du coup, bah, un peu à la dernière minute, j'ai demandé une participation. Donc, ça a été un petit peu un couac, mais finalement, j'ai quand même, été dans mes frais, donc ça, c'était chouette. Et après, et ben, j'ai animé d'autres ateliers d'écriture où je faisais aussi des séances individuelles d'accompagnement avec l'écriture. Ça fonctionnait comme ça, un peu des amis entrepreneurs, viens, on teste. Et puis, ce qui a vraiment fait décoller mon activité, c'est que je suis rentrée en tant que coach dans un programme qui accompagne les femmes qui font de l'anxiété, qui était en plein boom à l'époque. Et du coup, là, j'avais un flot de clientèle qui rentrait Mhm. directement. Yes, Et ouais, j'ai fait ça pendant 3 ans, 3 ans et demi. trop bien. Ok, top. Super. Est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, à quoi ça ressemble un petit peu tes journées de travail? Comment toi ça s'articule? Oh. On va dire la journée type. Ah, il n'y a pas de journée type. Il y a tellement d'aléas et puis ça dépend, ça a été aussi variable depuis toutes ces, années d'entrepreneuriat parce que, bah, les premières années, il fallait un peu, trouver les clients, essayer de voir comment monter une offre. Après, je suis rentrée dans ce programme où les clientes arrivaient toutes seules, où là, ça pouvait être, 7 à 8 coachings par jour et là, c'était vraiment, Oui. épuisant. Après ça s'est un petit peu régulé, les 2 dernières années. Et bah, là, j'ai commencé à vouloir me dire parce que c'était quasiment ma seule source de chiffre d'affaires. Je «Ouh là, c'est trop dangereux» et puis j'ai envie d'être dans mon sujet à moi, la parentalité. Donc c'est là où j'ai commencé à me former heu, au marketing pour créer une offre irrésistible, tous les tunnels de vente, et cetera et mon Dieu, les webinaires. J'en ai bouffé pendant 2 ans, j'étais hyper active donc je j'alternais mes journées entre les rendez-vous et la création de tout ça. Et puis depuis quelques mois, j'ai arrêté le partenariat dans le programme des crises angoisses, donc ça m'a fait une grosse perte de chiffre d'affaires parce que c'était quand même 75% de Oui, quand mon même. chiffre d'affaires. Donc, bah, au bout d'un moment, il a fallu que je me rende compte de la réalité de la trésorerie et donc j'ai pris un emploi à temps partiel en boulangerie, donc en vente. En fait, ça me fait beaucoup de bien parce que je sors de la solitude, je vois des gens, je peux vendre des choses à des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, je fais énormément de parallèles en fait entre bah, ce petit boulot et l'activité d'entrepreneur que je peux développer. Et en fait, ça m'a valu aussi un gros travail d'ego aussi et d'acceptation de me dire ça a marché pendant 5-6 ans et puis là, bon ben ça marche plus trop, il faut que je fasse rentrer de l'argent et puis tant pis. Et puis, bon, je vais oser le dire, je sais pas si ce sera gardé, mais quand même, bah, je viens de la classe moyenne, j'ai fait un bac+5, donc moi, j'avais jamais travaillé au SMIC. Donc je me retrouve à, tu sais, un petit boulot en boulangerie, à être au SMIC. Franchement, pour l'ego, ça a été un petit peu une grande traversée quand même. Je vais pas minimiser ça. Ça a été une grande traversée. Mais voilà, je me dis, ben, le principal, c'est de nourrir le besoin le plus prioritaire. Et puis, ben, voilà, pour l'instant, ça me fait du bien. Ça s'articule comme ça. Donc, j'ai 3 jours par semaine en boulangerie, les 2 autres où j'ai mes rendez-vous, où je peux organiser mes programmes, mes webinaires. Et donc, bah, je trouve l'équilibre comme ça. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que justement la situation actuelle te convient? Ouais. Oui, non, ça me fait C'est-à-dire, vraiment. moralement, voilà, Ouais. et tu Bah, comme retrouves je te aussi dis, le ça a niveau été argent. quand même une traversée de temps en temps, surtout cet hiver-là. Quand j'allais bosser, c'était la nuit, je voyais tous les gens, tu sais, j'avais l'impression d'aller bon, c'est pas l'usine, mais bon, quand même, pour moi, il y avait ce truc, des gens qui travaillent un peu dans l'ombre, tu sais, un peu un truc, comme ça. Moi qui ai toujours été cadre quasiment, quand même. Et puis, par contre, ce qui m'a fait vraiment du bien, c'est de me dire: «Mes heures travaillées, elles seront payées». Parce que tout ce temps de formation, de webinaire, tunnel de vente, offre, tout ça, c'est tout du temps, qui n'est pas facturable. Donc s'il y a pas les programmes qui se vendent derrière, ben, ça fait énormément d'heures, heu, sans argent qui rentre. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Donc bon, ça me fait du bien, sur plein d'aspects, mais voilà, le fait que, ben, quand même, il y a le travail qui est récompensé et que je suis pas, accro à un like, à un post ou je sais pas quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'on va y revenir après, mais en tout cas, tu as souligné
l'ego et je pense que c'est quand même assez important de dire que voilà, si on sent que c'est le moment entre guillemets de faire ce choix, que ça soit ponctuel ou même définitif, d'allier les deux, tant que ça nourrit quelque chose en nous, je pense que c'était nécessaire. Donc c'était une bonne décision. Et Oui, du coup, je parce vais enchaîner après. vas-y. Ah, pardon. Non, j'allais enchaîner du coup sur. Tu disais que ça t'aidait pour ton activité du coup de d'accompagnement, et tu disais que t'aimais pas la vente directe. Bon, ok, les personnes rentrent dans la boulangerie, donc elles ont déjà un besoin C'est ça. d'une baguette ou d'une pâtisserie. Mais est-ce que toi, en tant que vendeuse, tu vas essayer de faire des petits upsells en disant, est-ce que tu voudrais pas tel gâteau supplémentaire ou un truc en plus? Non, mais c'est très drôle parce que il se trouve que comme moi, je suis contente d'être là-bas, j'ai toujours le sourire. Et énormément de clients font la remarque, «Ah mais c'est super, vous êtes hyper, aimable, c'est trop bien le sourire» et cetera. Et c'est effectivement, je vois des collègues qui ont 20 ans de moins, des petites jeunes qui, tirent la tronche et cetera. Et il y avait eu un client mystère qui était venu et il y avait une super note 90 sur 100 le jour où j'étais là, super souriant et donc du coup, il y a, quelques semaines, j'ai été, chargée des ventes additionnelles et ça Elle m'a va être fait contente. énormément rire. Moi qui me disais, bah, dans mon programme, comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de vendre le petit truc en plus ah, déjà techniquement, je sais pas comment on fait, et puis qu'est-ce que je pourrais vendre, machin. Alors que bah, tu prends ta baguette de pain, ah bah regarde, aujourd'hui on a l'offre 3 bretzels achetés, un offert. Tu vois, c'est beaucoup plus facile quand c'est un produit en fait. C'est Je tellement, pense, ouais. Mm. ouais. Pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus facile parce que déjà les gens ils viennent parce qu'ils ont envie d'acheter quelque chose à cet endroit-là. Donc c'est déjà plus de 3/4 du chemin fait. Et puis bah c'est les orienter. Bah voilà, vous avez vu, bah en ce moment il y en a, j'en sais rien, des éclairs au caramel. Qu'est-ce que vous aimez? Ah bah non, il y a plutôt des chips ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de trucs aussi. Tu vois, il y a plein Ok. de produits. Donc bah je trouve facile. Et bon, ça me fait beaucoup rire en fait, hein, vraiment de me dire bah finalement je suis dans la vente, bah finalement je suis chargée des ventes additionnelles. On va voir qu'est-ce que ça va donner du coup pour mon activité, mais je pense que Moi, je c'est pense, très formateur. ouais, moi, je pense que oui, hein. Mine de rien, ça va aussi. On a tous cette peur de la vente, et surtout, je pense des personnes, on va dire comme nous, qui voient la vente comme quelque chose un peu d'effrayant. Mmh. Et tu Les parlais de introvertis, tu marketing veux dire? direct, ouais. Et du coup, c'est vrai que de pas avoir ce choix-là, finalement, bah, ça fait du bien. Ça nous sort un petit peu de cette zone de confort, mais tout en le faisant à notre manière. Donc, ça permet encore une fois, de nourrir des deux côtés, et que les deux ils voient en fait leur avantage. J'ai un de mes mentors qui disait que vendre c'est servir, bah là, je suis carrément dedans et donc du coup, ben ouais, ça me décomplexifie de la vente et donc du coup, je vais pouvoir l'appliquer beaucoup plus facilement. Je le vois, il y a eu d'autres changements, tu vois, par rapport à mes appels découvertes, voilà. J'ose proposer, les choses, en fait. Ah bah, il y a cette solution, il y a cette solution, cette solution. C'est vous qui décidez, hein. T'as mentionné le fait d'être introverti. Comment tu penses que ça a impacté ton parcours jusqu'à présent et c'est quoi les avantages derrière que ça a pu justement te en tirer? Il m'a fallu du temps avant de me montrer et il m'a fallu du temps avant de parler de tout ce que je t'ai évoqué, avant. Heu Dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement, il m'a fallu bien 5 ans, tu vois? Pour me dire: «Bon, en fait, c'est ça que je vais accompagner et il va falloir que je montre toutes mes fragilités. Il va falloir que je parle de tout ça». Donc ça aussi, ça a été un gros travail. Mais finalement, à force d'en parler et puis de se montrer sur les réseaux parce qu'au début, bah, d'attrait avec, Insta, par exemple et j'avais mis juste mon logo, en fait, tu vois? Et pareil, il m'a fallu quelques années pour, bah, mettre ma tête, mettre une bio, être en story, faire des posts où je raconte des choses, tu vois? Ça a été Tu te rappelles de ta première story ou pas? Que t'as dû répéter 15 000 fois, que t'as supprimé, que t'as repris. alors tu sais quoi? Je suis pas trop dans ce genre-là. Déjà, je me fais un point d'honneur à, pas mettre de filtre. Donc tu vois, pour une femme aussi, il y a quand même tout ce truc de l'image et cetera. Mm. Pour un homme aussi, mais enfin, on est plus, regardés. Je me rappelle pas, mais très spontané quand même malgré tout, me dire: «Je vais pas justement venir me faire plus de mal que je me en fais déjà en rentrant». Donc bon, c'est OK, Yes. je balance comme ça. Ça marche. Ok, ok, ok. Mais justement, maintenant,
on va peut-être plus parler de ton accompagnement en ligne. Du coup, on va essayer de rejoindre la partie marketing, vente et ton programme. Donc, est-ce que tu peux du coup rappeler en quelques phrases ce que tu fais et ce que tu vends, en tout cas sur cette partie en ligne? Ouais. Donc, moi, je suis coach de vie et puis praticienne en art-thérapie et je suis formée à des outils de régulation émotionnelle. Et ce que je fais, c'est que bah, j'accompagne les mamans qui sont en détresse, au bout du rouleau, qui sont tellement fatiguées de se sacrifier et de se faire passer en dernier qu'elles finissent par être à bout et à finir par communiquer qu'en criant. Parce que voilà, il y a ce trop de charge mentale, trop de charge émotionnelle, trop de trucs à faire et de trop d'injonctions de la mère parfaite. Et donc, bah, je les accompagne à déjà reconnaître leurs émotions, réguler, avoir des limites dans le cadre éducatif et des méthodes de communication avec les enfants qui permettent d'avoir quelque chose de plus bienveillant. Alors, je suis pas dans l'éducation positive, moi je déteste ce mot-là. Plus dans l'éducation bienveillante, on va dire ça comme ça, mais bienveillante pour tout le monde en fait. C'est pour ça que moi mes programmes, c'est pas, il y a pas du tout de Montessori d'ailleurs, c'est pas axé sur l'enfant, c'est vraiment axé sur les mamans. D'ailleurs, mon programme premium, on va dire ça comme ça, s'appelle Mamamorphose. C'est vraiment proposer aux mamans une métamorphose dans leur parentalité et dans leur rôle de femme, de mère, parce que c'est un tel bouleversement physique, hormonal, émotionnel que d'entrer dans la parentalité. Et puis pour moi, en ayant des filles, ça m'a ramené beaucoup à ma propre enfance, à tout un tas de choses dans l'éducation parentale que j'ai pu recevoir. Donc ça fait un gros travail aussi intérieur. Voilà, j'ai envie de les accompagner à ce qu'elles soient plus sereines et plus capables. Et du coup, c'est à partir de quel moment, quand elles vont devenir maman, elles le sont déjà depuis quelques mois ou on est plus sur des personnes qui ont déjà 3, 4, 5, enfin des enfants qui ont des enfants en bas âge? Alors ça peut être tout. Ma clientèle, c'est quand même plutôt des mamans d'enfants entre 3 ans et l'adolescence, tu vois, Ok. quand même. Parce que à chaque âge, il y a et encore une fois, comme c'est pas lié à l'enfant, c'est vraiment lié à la maman. Ça peut être, j'ai beaucoup accompagné aussi des femmes qui étaient en parcours de maternité, tu vois? Parce que ça chamboule aussi beaucoup de choses, cette inquiétude, cette envie de faire un nid, ce deuil d'une certaine forme de féminité aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais quand même, dans la plus grande majorité, c'est quand même entre 3 et Ok. 16, ouais. Trop bien. Du coup, on va parler d'un truc que tu adores, qui est le marketing. Comment tu fais pour vendre tes offres, du coup? Comment je fais pour vendre mes offres? Alors, Qu'est-ce que tu as essayé et que tu as vraiment détesté parce que ouais. c'était pas écologique pour toi? Et aujourd'hui, en fait, comment tu t'y prends finalement pour réussir? Alors c'est encore un rodage. Je dirais pas que je suis dans une position de réussite parce que c'est très fluctuant et c'est très fatigant du coup, cette fluctuation. Depuis 2 ans, quand j'ai vraiment commencé à me former en marketing, je suis allée direct sur le webinaire pour essayer de toucher des personnes déjà dans ma cible et de vendre des offres à travers ça. Je sais pas, c'était quoi le prix moyen, on va dire? Et en dessous de 1 000 €. En fait, je ne sais pas si c'était une erreur, mais j'ai commencé déjà par mon produit phare. En marketing, on dit ça, donc mon produit «premium» entre guillemets, Mhm. et donc j'avais tout à construire en fait. Et déjà pour moi ça a été difficile, dans les bonnes pratiques du marketing, on me dit: «Bah, tu as une offre en tête, tu la vends et après tu fais ton programme». Sauf que pour moi ça a été challengeant d'être une imposteur, de vendre un truc qui est pas fait, donc mais je voyais bien l'utilité du truc pour voir s'il Mhm. y avait un intérêt, il y avait un besoin, et cetera. Donc effectivement, bah, j'ai pu vendre comme ça. Au début, comme j'avais cette crainte, ce truc un peu de légitimité, bah, j'ai offert des programmes gratuits en échange de témoignages, retours, et cetera. Donc ça a commencé comme ça et puis après par bouche à oreille, des personnes que j'avais accompagnées dans un autre cadre qui se sont dit: «Ah bah ouais, moi la parentalité, c'est vraiment un challenge pour moi», donc bah, elles sont venues comme ça. Et ce qui a pas du tout été écologique pour moi, c'est de suivre cet enseignement du webinaire toutes les semaines
Alors je l'ai fait pendant plusieurs mois, mais c'était pas du tout efficient parce que j'arrivais pas à mettre à jour les choses, c'était trop. Donc j'avais fait tous les 15 jours, mais même tous les 15 jours, du coup c'était un peu trop rapproché. Donc là, j'ai eu une période où j'ai arrêté un peu les webinaires et là j'ai repris depuis janvier où j'en fais un par mois. Donc, comme ça, je me sens plus alignée avec ça. Je sens que je peux proposer des choses nouvelles parce que j'ai pas envie de faire le webinaire à chaque fois, en fait. Oui, qu'est-ce qui te dérange du coup par rapport à ça? C'est faire la transition vers la vente ou c'est le fait de faire ça effectivement de manière répétitive pour essayer de pas forcer la vente, mais plus tu t'es présent, on se dit qu'il faut sept fois, voire 7 fois quelque chose avant d'acheter. Qu'est-ce qui te dérangeait ouais, par rapport à ça? Le passage en vente, ça a été un challenge, ouais. Et d'ailleurs, le premier webinaire, j'avais eu une quarantaine de personnes, donc j'étais super contente, sans faire de pub. Et sauf que c'est des personnes qui me connaissaient dans un autre cadre. Et donc du coup, quand je suis passée à l'offre, ah mais c'est trop commercial, les slides et tout, donc ça m'a forcément un peu déstabilisée. Maintenant, j'ai beaucoup moins de, enfin c'est ok par rapport à ça. J'en ai fait quoi, une quinzaine. Donc ça va, mais c'est vraiment le côté répétitif. Moi, j'aime pas la répétition. C'est pour ça que j'aimais malgré tout mon boulot dans l'agence de communication parce que je pouvais parler à des experts comptables comme des personnes dans l'industrie qui font des roulements pour des machines ou des compresseurs pour des clims. Enfin, tu vois, c'était très varié. Donc moi, j'ai besoin de cette diversité-là et c'est ce qui m'a un petit peu aussi, enfin pas mal questionné parce que alors je sais pas si c'est au potentiel ou je sais pas trop quoi, mais j'aime avoir plusieurs projets en même temps. Dans l'entrepreneuriat, on nous dit il faut être mono projet, un peu mono Un sujet, tunnel, une offre, 1 million. seul canal, donc tu vois, pendant un moment, je faisais plus mes ateliers d'écriture alors que c'est ça que je kiffais grave, quoi. Et les personnes disent ah mais tu fais plus d'ateliers, quand est-ce que alors que pour un atelier, j'arrive à avoir six personnes en 1 heure, tu vois. Donc, je suis encore en mode, bon, comment est-ce que je vais faire ma sauce dans tout ça, dans quelque chose qui est plus aligné avec moi maintenant que j'ai tous les enseignements que j'ai pratiqués. Comment est-ce que je fais quelque chose de plus juste? Et du coup, ouais, tu disais que tu utilisais principalement du coup Instagram pour communiquer. C'est quoi? C'est Instagram, on va dire ton tunnel, c'était Instagram DM ou et après appel par exemple, ou Instagram webinaire et ensuite la partie vente. Alors, Instagram, quand il y a une nouvelle personne qui me suit, je lui envoie mon e-book, comme ça je peux récupérer le mail. J'ai depuis quelques mois maintenant une newsletter toutes les semaines avec un super taux d'ouverture, mais un taux de clic en dessous de 1. Ça aussi, j'apprends à regarder les chiffres, à les analyser. Je vois, Ok. mais je ne sais pas comment analyser en fait. Enfin, je ne sais pas comment améliorer. Ok, j'ai 43% de taux d'ouverture, mais un taux de clic à même en dessous de 1%. Ok, bah qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ChatGPT est devenu mon meilleur ami, mon assistant rêvé, et on discute beaucoup. Et ça permet effectivement de donner des pistes d'amélioration, ça c'est clair. Après, je suis aussi présente sur TikTok, Facebook, LinkedIn, beaucoup moins. J'ai moins le réflexe, mais et à ma grande surprise, c'est sur TikTok où j'ai 3 vidéos qui ont fait un buzz, dont une a presque 200 000 vues, tu vois. Donc, ça m'a un peu fait Comment peur. t'as géré ça, voilà, émotion. Oh là là, mon Dieu! En 24 heures, il y avait eu 84 000 vues. J'avais des centaines de commentaires. Et là, mais la panique. Positif comme négatif, parce que je pense que dans ce genre de vidéo, t'as les deux, non? Je me dis, ah putain, enfin, ça fait un moment que je crée du contenu, là, ça y est, il y a un truc qui buzz, ça parle aux gens, machin. Et après, je me dis, ah, mais comment est-ce que je vais gérer tout ce flux de messages? Il faut que je réponde vite, en plus, dans les bonnes pratiques. Et puis, je me dis, bah, comment, surtout, est-ce que je vais transformer l'essai?
Bon, bah, il y a pas eu de transformation. Enfin, en tout cas, pas directement. Il y a une personne qui a fini par là. J'étais super contente parce que tout ce que j'avais mis en place avec les différents tunnels automatisés et tout ça, eh bien, j'avais fait une vente. Une personne qui m'avait vue sur TikTok et qui avait trouvé mon programme et qui avait acheté mon programme comme ça. Donc, alors que j'étais, je crois, en train de faire un cours de yoga, tu vois. Donc, je dis, ah, mais c'est ça l'entrepreneuriat que je veux. Ouais. Bah après, ouais, ça, je pense que on est un peu biaisé par le marketing digital d'aujourd'hui et tout ce qui est automatisable, comme tous les tunnels, toutes les stratégies marketing. Et parfois, finalement, on se rend compte que le tunnel le plus simple, ça reste l'échange avec l'humain. Et c'est là où on peut effectivement transformer l'essai le plus facilement possible. En tout cas, enfin, dès que t'enlèves de la friction, dès que t'enlèves de la confusion aussi à vouloir l'entraîner dans tous les tunnels pour qu'il passe, de la conscientisation, qu'ils ressentent le fameux besoin, etc. Mais parfois, ça dure tellement longtemps qu'une bonne vieille conversation, comme à la boulangerie, te permettrait C'est justement vrai. de faire la vente, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Complètement. Et du coup, bah, le fait d'être, malgré tout, de parler de plus en plus de mes offres, de plus en plus de mon programme, de plus en plus, aux gens, de faire des appels découvertes, et ben, finalement, ouais, j'ai plus du tout de soucis à me dire: «Bon, bah, je vais réfléchir à c'est quoi la méthode d'accompagnement». Je lui fais plusieurs propositions, on sonde les besoins. Enfin, je suis beaucoup plus à l'aise avec toute cette partie-là, alors qu'au début, je voyais ça vraiment comme de la prospection et c'était mais horrible. Je veux dire, je suis pas une vendue au tapis, quoi. J'essaie de les accompagner à aller mieux, quoi. Je vais pas leur vendre une brosse à dents, quoi. C'est pas la même démarche aussi. Ok. Donc, comment toi, tu qualifierais ton marketing si tu devais y poser trois mots? Alors, authentique, parce que la vidéo qui a buzzé, j'étais, Authentique. tout avouer, j'étais en polaire de Ben Jerry's, donc polaire de pub, avec en dessous un pyjama, parce que c'était un extrait d'un atelier un soir. Même pas maquillée, les cheveux en vrac. Et d'ailleurs, j'avais eu un commentaire d'un mec qui m'avait dit, mais je vois pas le rapport avec les glaces. J'ai dit, bah oui, effectivement. Donc, bon, authentique pour ça. Pardon, je dirais, ouais. Si on part sur authentique, en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut être authentique, mais est-ce qu'il l'incarne vraiment, tu vois, c'est toujours différent. Tu peux être authentique, mais avoir aussi un marketing direct et, et cash. Toi, du coup, t'es pas du tout dans cette catégorie-là, quoi. Non. C'est une bonne question, ça. Marketing émotionnel, je sais pas si ça se dit, mais enfin, je suis quand même beaucoup dans l'émotion parce que pour moi, c'est un sujet qui me touche et que j'ai vécu vraiment personnellement. Donc, j'ai vraiment envie. C'est pour ça que des fois, j'ai vécu des longs mois de frustration parce que je me disais, mais putain, en fait, je sais qu'il y a un besoin. Je sais qu'il y a des mamans qui sont en souffrance, peut-être sur différentes interactions dans les stories ou des messages, voilà. Mais il n'y a pas ce passage à l'acte. Et je me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi elle reste là-dedans? Pourquoi elle reste dans cette souffrance? Et des fois, j'en viens à me dire, finalement, de m'adresser directement aux mamans qui ont l'habitude d'être dans le sacrifice, elles se rendent peut-être pas compte, en fait, des dangers, des risques de ça. Donc, il y a quand même ce côté Mm. prévention, Là, ce que je éducatif veux dire, c'est qui est peut-être plus de important. la sensibilisation. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Donc, à dire vrai, je suis encore un peu en train de tâtonner. Bah, de toute façon, c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur, hein. Rien n'est jamais figé, quoi. C'est ça. Surtout dans ce type d'offre, quoi. Ouais, tu parlais de la méthode tout à l'heure dans un autre cadre plus éducatif. Mm. Je cherche clairement la méthode qui va m'aider avant. Ça viendra. Ça, j'en suis persuadé. Effectivement, il y a un vrai besoin là-dedans. C'est bien que, effectivement, on va dire le grand public commence à l'entendre, que ce soit dans tout, hein, pas que forcément dans la niche de la parentalité, le fait d'être maman burn-out. Je parle du burn-out de manière générale. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont émerger d'ici peu. Et après, il y a sûrement entre guillemets, une tendance qui va arriver où les femmes vont enfin reprendre leur pouvoir et puis leur santé en tout cas en main, quoi. Oui, puis c'est les messages parce que je vois des mamans influenceuses ou beaucoup d'autres mamans, ça m'a vraiment choquée cette année à la rentrée de septembre, ce truc depuis quelques années en mode: «Ah putain, ça y est la rentrée, vite les enfants dégagés» et enfin, les enfants, ils entendent ça quand même. Enfin, je pense qu'il faut aussi faire Mmh. attention aux choses qu'on dit. C'est pas des boulets, ils ont à la base rien demandé, sauf si on est sur le truc de l'âme qui a choisi de s'incarner, bon bref.
Mais c'est quand même nous à porter cette responsabilité dans l'éducation, dans le soutien et l'accueil, et que ben ouais, nos enfants ils viennent nous challenger, mais c'est à nous de venir travailler ce challenge-là et de se faire accompagner si on n'y arrive pas tout seul. Mais je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir eu une éducation à la dure, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est quand même que depuis quelques années que la fessée est interdite légalement. Bon, je trouve que ce côté, je me responsabilise en tant que parent parce que j'éduque les adultes de demain. Moi, je suis vraiment là-dedans, en fait. Ok. Comme j'avais des jumelles, il fallait que ce soit dans l'autonomie très rapidement. Donc, ça a toujours été ce truc de, ok, comment est-ce que je peux les autonomiser le plus rapidement possible. Donc, au début, c'est avec des lacets, manger, etc. Mais après, c'est aussi dans la gestion émotionnelle, dans ses relations aussi aux autres. Donc, ouais, c'est important d'apprendre à nos enfants, notamment avec les émotions, et puis de le faire déjà avant tout pour soi, quoi. Ouais. Du coup, si tu avais un conseil à donner à une future ou une maman euh, qui est peut-être aussi dans l'entrepreneuriat, donc il y a aussi cet équilibre, tu sais, d'avoir l'entrepreneuriat et la vie de famille. Ce serait quoi pour toi, on va dire, le meilleur conseil que tu pourrais? Je dirais que la perfection, elle n'existe pas. Et que, comme tu l'as dit, la méthode, elle n'existe pas. Il y a vraiment ce truc de adapter à soi. C'est pour ça que je te dis, bah, je suis encore en recherche, moi, dans mon activité, de ce qui me correspond à moi. Après avoir testé la méthode des autres, il va falloir que je trouve mon mode à moi. Et que, ben, faut savoir qu'on est déjà les parents parfaits pour nos enfants, en fait. Donc, il n'y a pas de notion de perfection à atteindre. Et que surtout, tous les petits couacs, c'est là aussi où nous, on apprend et que nos enfants aussi apprennent parce que, ben, combien de mamans se cachent pour pleurer quand elles sont à bout, alors que, ben, un enfant qui voit sa mère pleurer, il dit, oh, il y a quelque chose qui va pas, il y a peut-être un dialogue qui va pouvoir se mettre en place là, et peut-être que la maman, elle s'autorisera à dire, bah ouais, je suis fatiguée là. Et là, l'enfant, l'enfant a naturellement envie de prendre soin de ses parents, faire en sorte que ses parents soient bien. Donc, souvent, dans ces cas-là, quand le parent montre sa vulnérabilité, bah, l'enfant va pouvoir un peu venir naturellement réguler un peu son truc en disant, bon, je vais arrêter de dessiner sur les murs ou de sauter sur le canapé ou je sais pas trop quoi, ou manger ma purée parce que là, en fait, elle en a marre et que je sens que ça va être dans le trou, quoi. Donc, bon, je sais pas si c'est très synthétique, je pense pas, mais Non, mais ça permet, je pense, d'ouvrir en tout cas la réflexion. mm, Donc, merci à toi. Euh, je voudrais aborder un sujet qui est entre guillemets la notion de succès, qui est très aussi variable selon les personnes. Comment toi déjà tu la qualifierais et est-ce que entre la clémence du début et la clémence d'aujourd'hui, est-ce que tu considères d'avoir réussi? je considère d'avoir réussi sur tellement d'aspects. En fait, pour moi, la réussite, c'est l'équilibre. Tu vois, on disait tout à l'heure, est-ce que je suis bien avec le fait d'avoir pris un temps partiel? Bah ouais, parce que j'ai écouté mon besoin, j'ai géré les priorités et j'ai trouvé une solution qui m'apporte un équilibre. Et en fait, c'est ça. Et c'est ce oui, alors, bien sûr, je suis passée par l'étape de réussite, matérielle, financière, et cetera, et j'en ai encore, envie parce que bon, j'en ai chié, j'ai envie que ce soit facile. Donc il y a encore un petit peu ce truc qui vient me challenger. Mais pour moi, la réussite, elle est hyper personnelle et c'est de voir pour moi, ça passe par cet équilibre-là. Et bah, quand c'est déséquilibré, qu'est-ce que je peux faire pour rééquilibrer? Donc t'es fier de toi, Oui, je suis fière t'es de fier de ton parcours. grave. Je suis méga fière. Et est-ce que du coup, tu penses on peut aller piocher dans l'expérience, on va dire, de ton père qui a galéré aussi, et tu parlais à un moment de manque d'argent. Est-ce que tu arrives à faire des parallèles dessus? Tu dis, tiens, je peux m'accrocher à ça, ou tiens, je reproduis finalement peut-être la même erreur qu'a pu faire mon père il y a quelques années. En tout cas, dans le parcours pro, j'ai été vraiment très vite dans le ouais, ça, je vois que c'est un mauvais exemple. Voilà. Et puis mon père l'avait assez vite dit lui-même qu'il n'avait pas su s'entourer. Donc c'est pour ça que dès le départ, quand il y a ce truc qui est arrivé après avoir passé le gloup de mon Dieu, je vais être entrepreneur, je me dis bon, comment est-ce que je peux m'entourer? Comment est-ce que je peux me faire accompagner? Et donc, bah, être moi-même accompagnante dans un autre cadre, ça fait énormément de sens parce que être seul, ça n'a pas de sens. Non, on est des milliards aujourd'hui, donc
quand j'entends les gens qui disent ouais, je me suis fait tout seul, j'ai besoin de personne, je dis oh, mon Dieu que tu dois souffrir en fait pour dire ça. C'est plus Ouais. ça que je me dis. C'est clair. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du marketing, on va dire aujourd'hui, mais si tu peux donner là deux, trois mots sur effectivement ce que tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux et voilà, quelle est ta perception pour toi du Mm. marketing? Parce que ça reste du marketing. Ouais. Je suis encore, franchement, je suis encore en train de me questionner, mais comment je vois tellement beaucoup sur TikTok de personnes qui disent, ouais, dans le marketing digital, bah, j'ai encore fait 5000, machin. Tu fais un e-book, tu le mets en vente, et puis voilà, pouf, 3000 balles dans la journée. Je fais, mais comment c'est possible? Enfin, tu vois, je me dis, mais est-ce que, alors je sais qu'il y en a qui arrivent, mais en fait, à chaque fois, je me dis, et c'est ça qui est frustrant et qui est fatigant, parce que je me dis, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Tu vois, moi, je suis toujours en remise de questions. Je me dis, Mhm. comment ça se fait que pour certaines personnes, c'est hyper facile et pour d'autres pas? Et c'est là où je me dis, bon, l'authenticité, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que, voilà, tu l'as fait une fois et puis tu cries haut et fort, ou est-ce que c'est régulier? Et puis après, enfin, il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il y a aussi tout ce qui est charge derrière. Ça aussi, je l'ai bien appris à mes dépens. Réguler un peu ses investissements, ses accompagnements. Mais je trouve qu'il y a tellement cette culture du facile. Il faut que ce soit facile, en fait, tu vois. Et je me prends à ce propre piège, hein, en fait. Hein. Ouais, je voudrais que ce soit facile et fluide. Alors que, en fait, non. Et puis, il y a, j'entends aussi des grands entrepreneurs qui sont multimillionnaires qui disent, bah oui, mais en fait, c'est les échecs qui font la réussite, quoi. Donc, c'est pour ça que je te dis, bah oui, j'ai réussi. Parce que je me suis foirée plein de fois. T'es arrivé en tout cas à un certain niveau, mais t'as encore effectivement une marge de progression. Après, juste un petit spoiler alert par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens sur TikTok ou sur les réseaux sociaux de manière générale qui se vantent de faire de l'argent, mais en fait, il y a rien derrière aussi, tu vois. Ou des trucs qui Il y a tiennent un pas. gouffre. Enfin, je vois Oui, ou du court terme. ouais, je vois beaucoup plus les hommes, alors parce que c'est mon algorithme qui est comme ça, mais qui, voilà, qui sont dans des belles bagnoles et des machins, qui disent: «Ouais, j'ai fait tant de chiffres», tout ça, tu les vois, pendant quelques mois, plusieurs fois par jour, puis d'un coup tu les vois plus, tu entends plus parler et puis il y a des stories un peu cheloues, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait?» Ah ouais, alors en fait finalement c'est pas le truc de départ en fait, tu vois? Donc je me Ah ouais, c'est méfie quand même. éphémère. Ouais, clairement. Trop bien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour là. Ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions en vrac. Ouais, Ça dure, je sais pas, une minute, pas plus. OK, Et tu réfléchis pas, tu essayes d'être le plus spontané ça possible va. pour qu'on arrive à découvrir un peu plus la Clémence d'aujourd'hui. OK. Bon, la première question, elle démarre toujours mal parce que pour l'instant, j'ai toujours faux. C'est-à-dire elle est pas entre guillemets compatible avec les personnes que j'interviewe. Mais je vais quand même la tenter. Allez, Euh, Petit-déj, c'est plutôt salé ou sucré? salut. Ok, bon déjà t'es la seule pour l'instant qui mange un petit-déj. Ah oui? Et à Ah chaque mais fois je suis j'avais passée non, aussi par le jeûne intermittent, tout ça, mais bon, ça me correspond pas. ok, salé, trop Salut. bien. Si t'avais un film ou une série préférée, ce serait laquelle? Qui me vient là comme ça, c'est Twilight. T'es plutôt du matin ou du soir? Mmh. Du soir. Plutôt lire un livre ou écouter un podcast? Mmh. C'est spontané ça, hein. Non, c'est pas spontané. Ça dépend des périodes. Fallait lire un livre. Quand tu veux te détendre, t'es plutôt sport ou série Netflix? Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Musique. T'es plutôt organisé ou mode freestyle? Organisée. Et tu veux plutôt 1 million cash ou 10 000 euros par mois à vie? 1 000 € par mois, oui. Ok, très bien. Même C'est le s'il faudrait moment que un petit peu j'apprenne à pour les nous. investir et que je comprenne ce truc de intérêt composé, mais bon. C'est un peu Ah, ça aussi. là, tu peux potentiellement te faire accompagner après. Tout à fait. J'ai Trop bien. j'ai pris justement un programme sur la psychologie de l'argent, donc Grand débat. Je pense que ça pourra faire l'objet de plusieurs épisodes avec plusieurs personnes, parce que je pense que l'argent, c'est vraiment un sujet, peut-être pas tabou, mais en tout cas, on a une relation assez complexe avec déjà l'argent. en France, de base. Et puis dans l'entrepreneuriat, je trouve, enfin, ouais. On nous Justement, apprend pas finalement à gérer notre argent aussi, ouais. ouais. Oui, complètement, complètement. On nous vante le Yes. livret A, mais il y a tellement d'autres choses. Ouais, c'est vrai. Je
posais du coup une dernière question entre guillemets pour conclure. Est-ce que toi, tu as un dernier message à faire passer? Ne restez pas seul. Quelle que soit, la situation, la problématique, quel que soit le projet, en fait, en restant seul, on est sans arrêt, le nez dans notre caca et puis on a nos œillères qui sont nos conditionnements, nos croyances limitantes, donc c'est dur, en fait, de faire ce travail-là et même parfois en étant accompagné, ben, ça vient chambouler tellement de choses que, ça peut mettre un peu de temps à se et donc ouais, je dirais vraiment oser se faire accompagner et parler de ce dont on a besoin. Trop bien. Bah, merci beaucoup à toi, en tout cas Avec pour grand l'échange. plaisir. On mettra de toute manière les différents liens en dessous, si jamais les gens veulent s'abonner ou prendre un rendez-vous téléphonique, ou même aller à la boulangerie, qui dit. Ouais, alors faudrait être près de Lyon, hein, par contre. Voilà, en tout cas, il y aura les infos disponibles. Avec Un grand grand merci plaisir. à toi Et ben pour super, ton c'était temps, chouette. et Merci, puis je te souhaite tout le succès possible. merci à toi aussi. Bye bye. Bye.